Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau breakout session qui est sur la sécurité, sur les technologies opérationnelles. Mon nom est Martin Pelletier. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce breakout session. Juste quelques petits points avant de commencer. Vous avez à votre droite, pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de rentrer dans les sessions, vous avez un onglet discussion interactive. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le chat. Et il y a une place où c'est marqué questions. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À la fin de la session, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Aujourd'hui, notre présentateur s'appelle Philippe Descaries. Philippe Descaries a plus de 20 ans d'expérience professionnelle et possède une très grande connaissance approfondie sur la gestion des réseaux, des applications de points de terminaison. De plus, il maîtrise tout ce qui touche l'évaluation du risque, la conformité, l'informatique, la normalisation des points de terminaison, la conception, l'architecture de domaines sécurisés en centre de gestion de sécurité. Et là, j'ai l'air de quelqu'un qui lit, mais avec tout un background comme ça, je n'avais pas d'autre choix de pouvoir l'écrire pour pouvoir vous le dire. Donc, bienvenue à la session sur la sécurité des technologies opérationnelles. Bonne session. Merci pour l'introduction. Je suis Philippe Descaries, l'architecte de solutions pour Forescout, l'Est du Canada. Aujourd'hui, on va parler comment éviter les temps d'arrêt dans les technologies opérationnelles avec une sécurité optimisée par Forescout. Je vais également faire une démonstration à la fin, vers la deuxième moitié. Et aussi, n'oubliez pas, à la fin, il y a une période questions-réponses en personne que vous pouvez nous joindre et venir nous discuter en personne avec nous. Donc, comme vous savez, il y a de plus en plus d'appareils sur les réseaux, que ce soit des appareils Internet des objets, opérationnels, de plus en plus d'appareils opérationnels qui deviennent IP, qui ont des communications IP. Et ça génère plus de risques. Et il y a différents types de risques. Notamment, il y a des défis d'opération, d'infrastructure et de cybersécurité. Fait que si on parle, mettons, par des opérations, les fameux défis d'opération, c'est les défis qui vont malheureusement arrêter ou compromettre le temps d'opération de, mettons, vos usines de fabrication, les usines électriques ou les usines d'eau potable. Donc, le défi, c'est de s'assurer qu'il n'y a jamais rien qui va arrêter, que ça fonctionne en tout temps, puis que ça va tout le temps, sur le plan opérationnel, fonctionner peut-être à l'exception des fenêtres de maintenance qui sont très rares, mais c'est ça. Et ensuite, on a les défis d'infrastructure, notamment pour, mettons, si on prend tout ce qui est infrastructure de commutation ou sans fil ou VPN, qui va supporter cet environnement de technologie opérationnelle. On veut s'assurer que ça va durer longtemps et que ça va presque quasiment jamais arrêter, que ça va être redondant et aussi bien configuré. Puis là, c'est là que Forescout peut vous aider à s'assurer que c'est bien configuré, puis de ne pas impliquer des arrêts non intentionnels. Et pour terminer, il y a les défis de cybersécurité. Les défis de cybersécurité, c'est ceux qui vont compromettre la sécurité des appareils, exemple, des appareils qui sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas été mis à jour ou qui n'ont pas été configurés comme il faut pour, exemple, des ports insécures, de l'authentification ou du chiffrement. Ça, c'est des défis de cybersécurité que Forescout peut notamment vous aider. Puis, dans tout ça, il y a les communications anormales qui font partie des défis de sécurité. Il faut être en mesure de comprendre qu'est-ce qui parle avec quoi en tout temps. Ça, on ne sait pas. Malheureusement, des fois, vu que ça dure très longtemps, ces systèmes-là, ils ont été designés il y a 20 ans, ils ont été un petit peu mis à jour à travers le temps. Si on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, comment ça a été configuré, c'est très difficile. Donc, c'est important d'avoir un outil qui va nous faire comprendre les fameux différents acteurs, qui communiquent avec quoi, c'est quoi les protocoles, c'est quoi les habitudes, c'est quoi la topologie de réseau, est-ce que la configuration est correcte? Puis tout ça, dans cette compréhension-là, c'est important de l'avoir pour être capable d'être conforme à des cadres de sécurité, des normes de sécurité comme ISC 62443, PIPEDA, NERC CIP dans les utilités électriques, ou même ISO 27001, GPDR. Bref, il y a une multitude de cadres de sécurité à laquelle il faut répondre des questions, répondre des rapports. Puis, on peut vous aider à automatiser tout ça
suite à des vérifications de contrôle qui se font en tout temps. Donc, ça, c'est un autre élément. Il faut être capable d'avoir une visualisation, du moins un état de conscience de toute votre gestion d'actifs, tous vos actifs, une vue 360 qui est là en tout temps. Comprendre le statut, les vulnérabilités, les risques, autant opérationnels, sécurité que d'infrastructure. Juste un exemple, tantôt, je n'ai pas mentionné, mais l'infrastructure, si vous avez un commutateur qui est mal configuré avec un protocole comme Spanning Tree, puis que ça cause des arrêts de service sur ce port-là, ben même ça, il faut être en mesure de les trouver parce que des fois, on va avoir des milliers de ports, des milliers de configurations. Puis c'est là que ForScout peut vous aider à comprendre ces fameux risques d'infrastructure. Puis, ben, c'est ça, la gestion d'actifs en continu, c'est important pour être capable, premièrement, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de aussi, quand il y a un appareil qui se connecte, de comprendre est-ce qu'il a été préapprouvé avant, est-ce qu'il y a un billet qui a été créé, un billet d'événement, d'incident. Parce que dans vos normes, souvent, ça va faire partie de vos normes, de dire, ben, quand je rentre un nouveau élément dans mon infrastructure ou dans mon écosystème de technologie opérationnelle, il faut que ça ait été préapprouvé, analysé, puis s'assurer que ça va être en harmonie avec le reste. Puis si on ne fait rien de tout ça, ben, il y a un coût à l'inaction. On a calculé avec notre partenaire Schneider Electric ATS pour le compte du groupe Aberdeen. On a fait une étude où est-ce qu'on calculait qu'en moyenne, dans notre grosse clientèle, que les coûts d'incident vont coûter jusqu'à 260 000 de l'heure. Ça, c'est beaucoup d'argent. Puis on calcule ces risques-là on fait l'impact multiplié par la fréquence, le nombre de fois que ça va arriver. Donc ça, ces genres d'incidents-là, c'est des incidents comme, mettons, un arrêt complet causé par des pannes électriques, des problèmes d'approvisionnement en eau dans des usines de production ou des lignes de production qui ont des modules qui arrêtent subitement puis qui causent un plus gros impact au niveau de tout l'environnement. Donc, ces appareils-là, des fois, sont sensibles aussi aux menaces communes comme WannaCry, NotPetya. Puis ça, c'est des ransomware. Puis souvent, on les voit plus sur le côté informatique. Mais il y a des événements qui sont arrivés en 2021 qui étaient vraiment sur le côté informatique ou du moins qui pouvaient toucher des machines informatiques qui étaient dans le réseau opérationnel. Puis, ben, c'était juste à cause que ces ransomware-là, ils utilisaient des vieilles vulnérabilités qui n'ont pas été patchées ou qui n'ont pas été trouvées. Puis des fois, même la patch était disponible chez le manufacturier, mais pas mis à jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre les appareils, lesquels qui sont vulnérables, c'est quoi leur interdépendance entre eux. Et à travers tout ça, il y a des systèmes qui sont fermés, dans le fond, qui utilisent des protocoles propriétaires. Il y en a qui utilisent des protocoles standards. ForScout va comprendre l'ensemble, dans le fond, de ces protocoles-là, va lire les protocoles, comprendre qu'est-ce qui est normal, anormal. Puis tout ce qui est anormal, bon, on va le mapper. Exemple, quand on dit anormal, ça peut être un paquet mal formé, une communication mode boss, des MP3 qui n'est pas normal, comme la reprogrammation d'un automate, alors qu'il n'y a pas eu de billet créé au préalable pour ça, ou un module de contrôleur PLC ou automate qui ont été déconnectés, reconnectés à un moment qui était non prévu, ou que juste simplement redémarrer. Fait que ça, c'est il faut comprendre l'environnement. Des fois, tu vas avoir des gens de TI ou de cybersécurité qui vont gérer le réseau, mais ils ne vont pas comprendre si c'est prioritaire, pertinent. Donc, nous, on vous aide à comprendre, prioriser les actions, que ce soit des actions automatiques ou juste la création d'incidents pour les gens qui sont les acteurs de votre technologie opérationnelle. Comment on fait pour atteindre une cyber-résilience dans un milieu de technologie opérationnelle? Il faut se poser les questions. Mais la première chose, c'est, comme je disais avant, il faut avoir une vue sur la gestion des actifs, mais il faut se poser la question aussi, comment on fait, que faut-il faire pour détecter ou remédier les menaces connues, mais aussi inconnues? Comprendre quel type de comportement que les appareils devraient avoir en temps normal. Comment on fait pour comprendre la conformité de votre réseau, comprendre s'il y a des vulnérabilités ou des changements dans des équipements, soit réseau, soit de technologie opérationnelle. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour détecter les alertes de comportements anormaux et comment allons-nous rapidement corréler et prioriser toutes les alertes puis les vulnérabilités qui sont trouvées. Donc, ça nous amène aux capacités requises.
Le plus important, c'est d'inspecter votre environnement continuellement et en temps réel. Donc, on va, oui, inspecter de façon passive pour être sûr de ne pas impacter l'environnement opérationnel, c'est-à-dire hors bande, d'avoir une copie des paquets qui passent à travers votre réseau, puis de voir les communications sont-elles normales, tant en termes de qui parle avec qui, mais les communications eux-mêmes, le contenu du. Fait que le fait de le faire hors bande, on est assurément, on s'assure de ne pas impacter l'environnement opérationnel, de ne pas être une interférence de quel que soit. Et aussi, bon, on va interroger activement les appareils, mais on veut le faire sélectivement dans le modèle Purdue 2 et 3, c'est-à-dire la couche supervision, la couche contrôleur des fois, ou les postes d'ingénierie, où est-ce qu'on va aller vérifier les systèmes d'exploitation, les OS, les mises à jour, les contrôleurs. Bref, comprendre, y a-t-il des vulnérabilités reliées à la posture de ces appareils-là de technologie opérationnelle. Puis pour terminer, il faut être capable de le faire de façon évolutive. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des centaines de sites, des milliers d'appareils. Il faut être capable de parfois analyser les informations localement, c'est-à-dire avoir un capteur avec beaucoup d'informations, le digère localement sur un centre de commande ForScout. Et pour pas, encore une fois, pour diminuer le poids sur le réseau, une fois que cette information-là est digérée, l'envoyer à un centre de commande qu'on appelle entreprise, qui va agréger tout ça, vous l'affichez, mais aussi commencer à faire les automatismes de réponse aux incidents, que ce soit de partager avec un SIM ou aller mettre à jour la CMDB pour votre inventaire, puis avec tout le statut, ou que ce soit pour commencer à segmenter automatiquement ou notifier à vos admins ou les gens qui sont responsables selon les technologies. Fait que tout ça, ça peut être ça prend de quoi qui est évolutif, puis qui va être capable d'agir sur plusieurs couches, trois niveaux, puis de réduire le poids sur votre réseau. Donc, je vais vous expliquer un peu à haut niveau, rapidement, ForScout, comment à haut niveau, comment ForScout fait pour agir dans vos milieux opérationnels et informatiques, pas juste opérationnels. Premièrement, on a une partie qui est info nuagique, qui a toute la base de données de tous les types d'appareils, leur vulnérabilité, l'explication de ces vulnérabilités-là, comment qu'on fait pour se protéger, le corriger de façon finale, mais aussi les contre-mesures quand ce n'est pas possible de, par exemple, appliquer un correctif. Puis, la classification complète, que ce soit par le modèle Purdue, où tu as les 5 niveaux du modèle Purdue dans la technologie opérationnelle, que ce soit dans le monde informatique, comprendre c'est quoi la fonction, même si j'ai un appareil Windows, mettons dans un milieu médical, mais que c'est un équipement d'imagerie médicale, bon, on est capable de comprendre, oui, c'est Windows, mais c'est de l'imagerie médicale, ou oui, c'est Windows, mais c'est une poste de travail d'engineering qui roule des outils bien précis, qui devrait parler juste de certaines façons. Puis à travers ça, on a nos modules iSight, iInspect. iSight va vous aider à découvrir, classifier, vérifier l'hygiène des appareils, tantôt informatique, tantôt IoT ou opérationnel. Puis tu as iInspect qui va vérifier le comportemental, les transactions, va inspecter sur le fil qu'est-ce qui se passe, autant les protocoles que aller vérifier les vulnérabilités, que ce soit au niveau du protocole ou au niveau de l'appareil lui-même. Puis qui va vous aider à agréger, prioriser la réponse aux menaces ou aux risques opérationnels, infrastructure et de sécurité dans vos milieux opérationnels. Puis par la suite, on a iSegment qui vous permet, oui, de voir votre segmentation. Avant même de faire l'action de segmenter, on veut comprendre est-ce que j'ai des différentes parties de mon réseau qui ne sont pas segmentées. Mais nous, on ajoute la contextualisation. Ce n'est pas juste dire quel type d'appareil, mais quel type d'appareil, puis il est supposé d'être connecté dans quel réseau, il est supposé d'avoir quelle posture, puis il est supposé de parler normalement avec qui. On a toute cette information-là, puis ça nous permet de mettre en place des politiques zéro trust, de les simuler. Ça, c'est important, simuler pour être sûr qu'il n'y a aucune disruption dans votre milieu opérationnel. Puis quand on est sûr, on clique un petit bouton, ça devient une règle permanente. Puis ces règles permanentes-là vont se traduire avec iControl qui nous permet d'avoir une action précise sur le réseau, que ce soit segmenté à l'agent en périphérie, périphérique et pare-feu, par exemple, ou à l'accès, switch, contrôleur sans fil, VPN, ou même dans les environnements virtuels, que ce soit les hyperviseurs NSX, Fabric ACI, Fabric Arista, ou bien dans
les milieux cloud, AWS, Azure, Google. Puis tout ça va se complémenter avec des modules iXtend. Des fois, on a besoin d'un peu plus d'automatisme natif. On ne veut pas écrire de ligne de code. On veut juste s'intégrer avec des outils de sécurité pointus dans l'industrie. Puis nos modules iXtend nous permettent de compléter le contrôle ou la recherche d'informations pour la visibilité, notamment avec des outils de patch manager, de vulnerability assessment, de CMDB, d'ITSM, tout ce qui est infrastructure, réseau. Puis on est compatible avec plus que 50 manufacturiers de l'industrie. Donc, c'est important pour nous de suivre le cadre NIST. Ça commence par la visibilité, comme je parlais, voir tout ce qui est vulnérabilité passive, active, selon le modèle Purdue, de taux classifié. On fait ça. On prend dans vos milieux opérationnels et on s'assure que tout est classifié automatiquement selon le modèle Purdue 0 à 5. Exemple, 0, les capteurs, 1, les PLC, 2, la couche supervision. Donc, c'est ça, tous les niveaux, 4 étant votre IT, puis 5 le cloud. Puis ensuite, détecter les menaces, autant connues que les anomalies qui sont des menaces inconnues. Puis ça, avec nos intégrations, ça va nous permettre aussi, exemple, dans une CMDB, d'aller vérifier. Ça, c'est un appareil qui existe, qui a été approuvé au préalable, d'aller créer des incidents dans votre ITSM ou de journaliser tout ce qui se passe puis tout ce qu'on a classifié. Si vous voulez vous servir d'un SOAR en quelque part d'autre qui lit ces informations-là, puis faire d'autres réponses aux incidents autres que ceux qu'on peut faire. Puis grâce à ça, on peut faire des règles zéro trust, c'est-à-dire de permettre juste les communications qui devraient être permises, que ce soit un PLC, un capteur devrait parler juste avec un PLC ou certains types d'équipements, rien d'autre. On peut, de façon préventive, automatiser ces segmentations-là zéro trust. Comme ça peut être des ingénieurs ou contracteurs externes à l'entreprise qui se connectent de façon distance en VPN. Puis on veut s'assurer leur identité avant de les connecter à des machines bien précises. Puis ils n'auront pas accès à rien d'autre. Ça, c'est du zéro trust. Donc, ça fait du contrôle d'accès et selon un modèle zéro trust. Puis, on peut s'assurer de la conformité, notamment des clés USB. Si on veut s'assurer qu'un poste ne va pas sortir de l'information ou ne va pas infecter le réseau, puis que ça devrait être juste des numéros de série précis qui assurent un standard de conformité, on peut aller jusqu'à ce niveau-là ou s'assurer que l'EDR est là pour faire ce travail-là aussi. Fait que tout ça, quand on se connecte à distance, on peut vérifier la conformité, l'identité, puis s'assurer que ce n'est pas un intrus, puis donner juste un accès précis aux ressources qui sont nécessaires. Puis tout ça se traduit par des réponses préventives, des fois réactives, mais automatisées avec toutes nos intégrations. Ça fait qu'on peut respecter le cadre NIST puis appliquer le modèle au complet avec nos outils. Donc, la connaissance des protocoles opérationnels est importante, autant ceux qui sont standards que ceux qui sont propriétaires. Ça nous permet d'évaluer les vulnérabilités, les risques, les mesures et les contre-mesures. Donc, si vous avez des protocoles comme Modbus, des NP3 ou qui sont plus standards, ou du Step 7 de Siemens, qui est plus propriétaire, on a la compréhension d'au-dessus de 150 protocoles de l'industrie opérationnelle, plus on en a aussi dans le milieu informatique et IoT. On va être capable de comprendre toutes ces vulnérabilités-là ou les menaces reliées à des anomalies, lister les mesures correctives, puis vous aider à prioriser les mesures contre-mesures quand ce n'est pas possible, par exemple, de mettre à jour un micro-logiciel. On va vous aider à protéger selon un modèle zéro trust, contextualiser c'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est quoi son statut de conformité, puis de vous faire comprendre où est-ce qu'il y a des violations, puis tout ça sous forme de simulation, puis par la suite, quand on est sûr que nos politiques sont correctes, les appliquer sous forme de production. Puis protéger de façon active avec le contrôle d'accès. Juste s'assurer, exemple, qu'un ingénieur qui se connecte ou un poste qui se connecte a vraiment besoin de parler avec des équipements qui tentent de se connecter. La protection de tout ce qui est connecté. Ce n'est pas juste les ports USB ou les stockages USB. Ça peut être n'importe quelle configuration du poste qu'on peut vouloir vérifier avant de laisser le poste parler avec le réseau. Puis, l'accès à distance sécurisée, s'assurer que
peu importe c'est quoi votre concentrateur VPN, on en supporte plusieurs nativement, là, que ce soit Cisco, Fortinet, Pulse Secure, Palo Alto, Juniper, mais même d'autres. On a tout le temps une façon, soit s'intégrer ou se mettre en périphérie pour comprendre qu'est-ce qui passe, qui, c'est quoi, est-ce qu'il est conforme, puis de s'assurer qu'il va parler juste avec les appareils qu'il a besoin. Puis la détection aux menaces, ben, on veut, c'est sûr que j'ai expliqué, les menaces connues, on a un Industrial Threat Library, on a des milliers de vulnérabilités puis de comportements dans cette librairie-là. On va comprendre qu'est-ce qui est normal de qu'est-ce qui n'est pas normal, mais aussi d'avoir la capacité à détecter les menaces inconnues, notamment par la connectivité, la volumétrie, puis les anomalies de protocole. Puis ben, tout ça se traduit à la fin par des réponses automatisées, soit directes avec la segmentation qu'on peut faire, la notification ou ben, l'intégration avec des systèmes tierces parties. Donc, je vous invite à regarder ma démonstration qui va avoir lieu dès maintenant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est notre environnement de laboratoire, la démo que je veux vous montrer. Ça, c'est évidemment, c'est la partie iSegment, où est-ce qu'on peut voir vraiment source à destination selon le contexte, selon la conformité, selon la vulnérabilité. Je ne ferai pas une démo complète ici parce que j'en ai fait une au préalable au niveau de la segmentation, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut contextualiser le réseau opérationnel. Tous les petits points bleus, c'est les communications qui arrivent présentement. Puis là, comme on peut voir, il y a beaucoup de choses qui sont anormales. Puis en principe, si je voulais commencer à bloquer du trafic, je pourrais venir ici et choisir des différents types de trafic. Puis juste dire, je permets tout sauf ce qui est sélectionné là, sauvegarder la règle. Là, aujourd'hui, c'est pas mon but de vous montrer tout ça. C'est juste pour vous dire, on peut segmenter rapidement basé sur un contexte qui a été classifié automatiquement puis contextualisé par Forescout sans même que vous ayez à toucher quoi que ce soit. Il y a les dashboards. Dans les dashboards, on peut rapidement prendre toutes les politiques qu'on a définies au préalable puis créer des dashboards. Puis ça se fait en, mettons, 1 minute pour chacune des politiques qui existent déjà dans le système en arrière-plan. Comme qu'est-ce qu'on voit ici, c'est les vulnérabilités opérationnelles versus les vulnérabilités informatiques. Donc, on a vraiment les deux environnements dans le même. Ça, c'est moi qui l'ai créé juste pour le webinaire. On a une menace de technologie opérationnelle, par exemple. Qu'est-ce qui est bas, moyen ou haut, de haute envergure. Je vais cliquer dessus juste pour vous montrer que je peux aller voir l'ensemble, dans le fond, des effectifs. Si je veux exploser un appareil, ben, je peux aller voir tous les détails, son adresse IP, connecté où, c'est quoi l'utilisateur, s'il y a un utilisateur, puis toutes les vulnérabilités qui s'y trouvent dedans avec les descriptions. Puis ça, c'est même pas l'interface principale, c'est juste pour vous donner un aperçu. Je vais vous montrer par la suite comment on fait pour aller chercher plus d'infos. On peut vraiment chercher de l'information comme si on était dans Google, n'importe quoi qu'on veut chercher qui se retrouve dans l'interface. Puis, bon, on va être capable de finalement trouver juste l'appareil qu'on cherche ou ça pourrait être sur des vulnérabilités, des types d'appareils. C'est comme je dis, c'est à la Google. On fait une recherche, puis on trouve qu'est-ce qu'on veut. Toute cette infrastructure-là, c'est vraiment basé sur à trois niveaux. C'est-à-dire, tu as le capteur, qu'est-ce qu'on appelle le Command Center, centre de commande chez Forescout, et le centre de commande d'entreprise qui agrégage toutes ces informations-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est vraiment le dashboard de base pour donner une idée à haut niveau de tout ce qu'il y a comme inventaire, c'est quoi le niveau de santé de nos appareils, toutes nos appliances, tout ce qui est l'environnement, les fameuses alertes dans le réseau, puis les command centers qu'on génère là. Évidemment, c'est un laboratoire, j'en ai juste un command center, mais je pourrais en avoir des milliers qui vont, eux, agréger l'information de différents capteurs partout dans le réseau. Puis là, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Bon, on va aller dans qu'est-ce qu'on appelle tout ce qui est inventaire. Puis dans l'inventaire, on va pouvoir premièrement avoir une belle carte automatisée de nos équipements. Puis ils vont être automatiquement mis en modèle Purdue, sans qu'étant l'informatique
0, les sensors, 1, les PLC, par exemple. Là, je peux aller exploser. Ici, on voit qu'on a 68 PLC. Je peux cliquer dessus puis d'avoir plus de détails et aller voir toutes les communications entre eux. Puis même si j'ai des centaines de milliers d'appareils, qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? C'est qu'on va automatiquement briser ça en plus petits morceaux. Puis vous allez pouvoir aller dans une section du réseau et dire, ah, OK, ouais, là, je vois des appareils qui communiquent ensemble, parce que c'est sûr que 200 000 appareils avec des petites lignes, ça ne ferait pas de sens. Fait que nous autres, on brise ça en groupe de 1000 appareils habituellement, puis on vous le représente de façon graphique. Puis tout ça, vous pouvez le faire vous pouvez aussi filtrer le trafic. On a plein de types qu'on peut aider par adresse IP, par modèle Purdue, quel type d'équipement c'est quoi la version, c'est quoi l'OS, c'est quoi le numéro de série. Est-ce qu'il y a un impact, sur exemple, sur votre régulation, mettons, NERC CIP, si vous êtes une utilité électrique, vous voulez savoir si ça a un impact pour le résultat de votre rapport. Bon, on a même ça, ces catégories-là automatiques. Là, ici, j'ai NERC CIP, mais je pourrais en avoir d'autres également qui représentent d'autres cadres de sécurité. Puis au niveau des vulnérabilités, on peut chercher direct. Donc, si je veux me créer un tabulateur qui va dire, donne-moi tout ce qui est vulnérable à WannaCry, ransomware. Ça va être souvent des postes d'ingénierie ou des postes qui roulent Windows. Là, on va voir ça de façon classifiée, puis je peux l'exploser après pour voir les machines directement. Puis de comprendre vraiment, je peux aller direct dans un appareil, puis d'aller voir toute l'information qui est reliée à cet appareil-là. Premièrement, on voit que ça utilise SMB version 1, qui n'est pas secure. Le niveau de criticité, il est bas, mais il y a quand même quelque chose. Puis on peut comprendre toute sa configuration. Dans le fond, on voit qu'elle a essayé de parler avec le port 139, 23 et 138. Puis le sommaire des communications qui sont du transfert de fichiers, Telnet, puis qu'il y a eu des connexions TCP qui n'ont pas respecté les normes. Ça, c'est un exemple. Mais on peut aussi voir tout ce qui est communication entre les appareils ou tout ce qui est à haut risque. On a juste mis, dans le fond, un filtre. Puis là, quand on fait du haut risque, on peut aller voir, bon, moi, les appareils à haut risque, je vais choisir un PLC, un contrôleur. Puis là, les contrôleurs, des fois, ce n'est pas tout IP, c'est-à-dire que l'interface de la gestion IP, mais il peut y avoir des modules dedans. Donc, on va même aller voir les modules, puis d'aller comprendre comment ils sont configurés. Si c'est un master, c'est un slave, y a-t-il un serveur web, c'est quoi son rôle? Puis la configuration des différents modules dedans avec le numéro de version de tous les petits sous-modules. Puis le sommaire. Puis après ça, si on veut comprendre, y a-t-il des vulnérabilités, on va pouvoir lister également les vulnérabilités de cet appareil-là, puis comprendre pour une vulnérabilité en particulier, c'est quoi la description, c'est quoi l'impact, y a-t-il une solution pour régler ça, puis une contre-mesure, qu'est-ce que j'appelle en anglais un workaround. Des fois, c'est la solution, c'est de mettre à jour, mais la contre-mesure, c'est de bloquer un port en particulier. Là, ce n'est pas l'exemple qu'on voit ici, mais des fois, ça va être ça, la contre-mesure, c'est de bloquer un port spécifique. Puis, on peut vous aider à segmenter. Dans bien des cas, on va pouvoir vous aider à appliquer la contre-mesure, pas juste vous l'indiquer. Donc, c'est ça, si on veut classer par des risques de sécurité, et non pas opérationnels, vraiment sécurité. Comprendre, par exemple, SNMP, il y a de l'authentification qui est vulnérable ici. Puis là, on a toutes sortes, on a des milliers de types de problèmes de sécurité qu'on peut vous lister selon son score, selon la vulnérabilité, comme ça peut être un risque opérationnel. Les risques opérationnels, ça peut être, par exemple, une caméra IP pour laquelle la communication a arrêté tout simplement. Donc, si elle a arrêté de streamer, c'est un risque opérationnel. Peut-être un peu de sécurité, mais c'est surtout d'abord un problème opérationnel parce que ça se peut que ce soit juste un problème de configuration, rien à voir avec la sécurité finalement. Puis, les vulnérabilités, de comprendre tout ce qui est vulnérabilité, d'avoir le portrait complet de vos appareils, puis encore, comme une fois je vous disais, d'être capable de vous donner l'information complète sur c'est quoi, comment qu'on le règle, puis y a-t-il une contre-mesure en attendant que je puisse le régler. Puis il y a aussi tout l'aspect gestion du changement. Si vous voulez comprendre qu'est-ce qui a changé, par exemple, là, je vais en prendre un au hasard, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va voir dedans.
Mais c'est ça, c'est qu'on peut comprendre qu'est-ce qui a été fait, dans quel appareil, c'est quoi le fabricant, modèle, et d'avoir, dans le fond, dans tout ça, comprendre, bon, il y a des nouveaux protocoles, il y a des nouveaux clients qui se sont connectés. Ou ça pourrait être, exemple, on a changé le micro-logiciel d'un appareil ou il y a un redémarrage qui a été fait. Ça, c'est des changements. Bon, on va vous indiquer dans l'ordre chronologique, puis avec le niveau de criticité, ces changements-là ne représentent pas. Ça va vous aider à prioriser vos actions dans le réseau, puis même à les automatiser. Parce que tout ça, toutes ces informations-là, par la suite, on peut écrire des politiques. Aujourd'hui, je n'irai pas là-dedans, mais par exemple, j'aurais des vulnérabilités critiques. Dans mon engin politique, ça, c'est iControl. Ben, je peux décider de dire je vais partager ça avec mon SIM, créer un incident à mon ITSM, envoyer un courriel à l'admin, mais ça pourrait être d'autres trucs comme si on veut restreindre l'accès à un device, bon, on peut changer VLAN, restreindre l'accès à l'ACL, puis ça pourrait être même au niveau pare-feu. Là, je dis Palo Alto, mais il y a plein d'autres, des pare-feux de technologie opérationnelle, Fortinet, Checkpoint, ça peut être plein d'autres. Bref, il y a des centaines et des centaines d'actions qu'on peut poser en termes de remédiation. Donc, on ne fait pas juste voir, on agit véritablement sur le réseau opérationnel si vous voulez. Sinon, on va juste créer des incidents pour que quelqu'un s'en occupe. Je vais revenir à la présentation rapidement. C'est juste pour conclure la démonstration. J'espère que ça vous est utile pour comprendre comment on adresse le milieu opérationnel. On est présent dans les marchés de services publics, les pétrolières, les gouvernements, les productions manufacturières, puis même beaucoup plus. On a le ForScout s'assure d'avoir beaucoup de déploiements réussis, puis nous autres, qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'on prétend d'avoir le plus de déploiements qui sont réussis et dans un court laps de temps, dans le sens que ça ne prend pas des années à mettre en place, ça ne prend pas des mois. On parle de jours ici pour avoir une visibilité, puis de commencer à acquérir une maturité qui va vous emmener à des réponses automatisées sur vos risques opérationnels, sécurité et d'infrastructure. Puis ça, ben, on le fait pour des entreprises qui desservent des millions de clients. Fait que c'est les plus grosses entreprises dans le monde. Puis on a quatre des 5 grandes compagnies d'énergie en Amérique du Nord qui sont avec nous pour justement détecter leurs risques opérationnels et de sécurité dans les technologies opérationnelles. Et même, ils commencent présentement avec notre autre suite qui est iSight, iControl, de mettre ça en place pour leur côté informatique pour analyser les risques et réduire les surfaces d'attaque. Donc, pour conclure, on a un riche écosystème d'intégration. On est fiers d'avoir autant d'intégration avec autant les fournisseurs opérationnels que tout ce qui nous sert au niveau informatique, que ce soit les intégrations avec d'autres systèmes de vulnérabilité ou des hyperviseurs ou d'authentification, d'ITSM, de pare-feu, bref, là, tout ce qui est infrastructure et outils de sécurité. On est l'outil qui a la plateforme qui a le plus d'intégration pour vous donner une visibilité complète, puis une action qui va être distribuée sur un paquet de technologies dans l'industrie. Fait que je vous remercie. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à contacter NaviPro, puis d'obtenir un rendez-vous, puis nous autres, on va se faire un plaisir de venir vous rencontrer avec NaviPro. N'oubliez pas, il y a une période de questions à la fin qu'on va assister. Merci. Eh bien, Philippe, sincèrement, félicitations. C'était fort intéressant aujourd'hui ce que tu nous as appris. Maintenant, on peut passer à la période de questions. Il y a Jean-Philippe Perrollet, Jean-Christophe, je ne veux pas scraper son nom, excuse-moi, Jean-Christophe. Jean-Christophe Perrollet qui a posé une question sur le chat pendant la présentation. La question va comme suit, c'est comment ForScout gère un réseau OT segmenté et isolé derrière les PLC? Philippe, je te laisse répondre. Ben oui, je vais répondre. Je vois deux significations à cette question-là. Je vais répondre comme aux deux compréhensions que j'ai. Première compréhension de la question, peut-être qu'on voit le fait que certains milieux opérationnels sont segmentés avec un pare-feu pour chaque niveau du modèle Purdue, c'est-à-dire 0 le capteur, 1 les PLC, 2 le supervisory, que ça soit séparé. Puis là, on se demande comment on fait pour inspecter les différents niveaux vu qu'ils sont séparés. Normalement, comme je disais tantôt, on va être hors bande.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir des commutateurs ou des unidirectional gateway qui vont nous envoyer une copie du trafic. Et ça se peut que ce soit des commutateurs séparés, mais ça, c'est pas grave parce que nous autres, on a un environnement distribué. Ça veut dire qu'on peut collecter la copie sur des différents sensors ou des différents ports de sensors à des endroits qui ne sont même pas aux mêmes localisations. Et par la suite, agréger cette information-là dans un milieu centralisé. La deuxième, c'est ça. Notre milieu, c'est vraiment capteur. On va chercher l'information en miroir. Après ça, Command Center qui, lui, agrégage les capteurs. Puis quand c'est beaucoup trop gros, ben là, tu as le Enterprise Command Center qui agrégage plusieurs Command Center qui, eux, agrégagent des capteurs. Fait que bref, ça peut monter à des millions de devices, aucun problème. La deuxième compréhension, c'est vraiment plus, je vois qu'il y a une précision sur la question, c'est comment on fait pour inspecter derrière les PLC. Là, on parle ici en anglais, embedded module, ou du moins des modules qui sont indépendants, mais qui font partie du même châssis de PLC ou d'automate. Ben, ForScout a la visibilité là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a probablement juste une adresse IP, ou on appelle ça aussi des nested devices. Fait que, il y a une adresse IP, mais il y a plusieurs modules. Fait que ces fameux nested devices-là, on va les voir, on va donner autant la configuration que la vulnérabilité sur ces appareils-là. Puis ça, on a développé ça il y a peut-être 2 ou 3 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui vient juste de sortir. Ça fait longtemps qu'on a la connaissance des nested devices. Fait que on va être capable de sortir autant risque, sécurité, ça c'est vulnérabilité, anomalie, communication, que les risques opérationnels. Exemple, un de ces modules-là a été inséré, remis en place ou a été mis à jour, puis il n'y avait pas de billet d'incident ou de billet dans l'ITSM ou l'OTSM qui prévoyait justement une maintenance là-dessus. Ça, c'est la façon qu'on gère l'OT qui est segmenté. OK. Là, c'est mon côté. Moi, j'ai des questions pour toi parce que ce matin, j'avais une présentation sur. J'avais l'honneur de présenter avec Éric Cotonnet chez nous. On parlait d'hygiène informatique, que l'hygiène informatique te permettait de pouvoir mieux sécuriser et d'être plus. D'être mieux sécurisé puis de prévenir les attaques informatiques. Puis là, j'écoutais ta présentation tantôt, puis j'étais comme maudit. C'est un bel outil que vous avez pour justement parer ou aider, en tout cas, l'hygiène informatique à l'intérieur, mais là, puis d'être capable de voir des alertes. Puis là, il y a mon côté développeur de mon passé qui me dit, avec le produit que vous avez, là, bien sûr que tu as des connecteurs, tu as différentes choses qui vont te permettre de faire de l'alertage, mais es-tu en mesure de personnaliser, soit par des scripts, soit en connectant des API, pour être capable d'avoir des alertes personnalisées? Est-ce que c'est possible? Oui, puis là, quand on parle de script, là, ça va dans beaucoup de sens. Tu as parlé d'une facette de s'intégrer. Ben, effectivement, elle va s'intégrer avec des SIM. Évidemment, le SIM, c'est pas nous le SIM. Avec plusieurs SIM de l'industrie, aller porter de l'information, aller l'en rechercher. Parce que des fois, les menaces peuvent venir d'ailleurs, d'un autre système, informer le SIM. Puis nous, on en a besoin aussi pour le flaguer. Mais également, d'avoir des scripts plus personnalisés. Exemple, mettons qu'on a un 0D. Puis là, on a un analyste sur place. Il voit avec notre outil qu'il y a des communications anormales. Bon, on peut aller voir la trame parce qu'on a la capacité de capturer, l'afficher à l'écran, la sortir de là ou l'analyser avec un autre outil si on veut. Là, dire, là, je vois quelque chose de bien précis dans la trame IP. Puis je veux scripter, je vais aller chercher juste une portion. Dès que tu vois ça, sors-moi là en alerte, affiche-moi là, puis sauvegarde cette capture-là. Puis ça, c'est des genres de scripts personnalisés qu'on peut faire. Là, on a notre propre petit langage qui ressemble aux outils de l'industrie. Fait que c'est vraiment autant une capacité d'intégration tierce partie que des API, toutes sortes de protocoles, que ce soit ligne de commande API, que être capable de dire on va personnaliser la capture. Fait que le produit n'est pas fermé. Il vous permet vraiment d'avoir une granularité et une flexibilité que certains autres outils dans le marché ne vous donnent pas. Ça revenait un peu, je reviens toujours sur le concept de l'hygiène informatique qu'on avait ce matin, c'est quand tu veux détecter un comportement qui est hors norme. Fait que c'est toi qui le sais en tant que propriétaire de ton environnement informatisé ou peu importe, que ce soit dans l'IT ou l'OT, que tu t'aperçois que s'il arrive tel événement, vite intervient. C'est pour ça ma question personnalisée, je reviens toujours à... C'est sûr que si on détecte des anomalies, quand je dis anomalie,
on parle de menaces inconnues. Ça veut dire qu'ils ne sont pas connus du marché encore. Fait qu'il y a des signes. Volumétrie, message, exemple, reprogrammation d'un capteur dans un temps qui est pas prévu. Les reprogrammations, c'est un peu plus sensible. Ça arrive à un moment qui est inhabituel. Puis il y a des communications entre des devices qui n'ont jamais lieu. Puis nous, on a établi le baseline de communication, le référentiel. Ben, à ce moment-là, c'est ça qui va nous amener à dire je fais du threat hunting. Là, j'ai la capture, je vois qu'est-ce qui est anormal, puis c'est vrai que c'est pas normal. Puis on peut aller dire va me chercher toutes les trames qu'on a collectées dans les 24 dernières heures qui a cette même signature-là. Ça revient un peu à mon autre question, c'est combien de temps que tu gardes ces données-là, combien de temps que tu conserves les données des alertes ou des vulnérabilités, parce que des fois, ça peut faire longtemps qu'ils soient là puis que tu veux revenir en arrière, right? Oui, par défaut, on sauvegarde 90 jours d'informations. C'est beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est que on va garder tout ce qui est digéré pendant 90 jours de base, puis c'est configurable, on peut aller à des années. Si on parle de garder également les captures en tant que telles, ça va dépendre de l'espace que vous allouez à notre solution. C'est-à-dire qu'on roule dans des environnements appliance physique qu'on fournit ou appliance virtuelle que vous fournissez. Puis là, vous pouvez attacher des solutions de stockage à ça aussi, c'est permis. Ben, c'est autant que vous avez du stockage, on peut sauvegarder cette quantité d'informations-là qui est énorme. Mais l'information digérée, c'est-à-dire pas les captures, mais les alertes, les vulnérabilités, tout ce qui est sécurité ou opérationnel, 90 jours de base, mais on peut exploser ça à des années. Tu pourrais l'exposer, OK, parce que ce moment-là. Si tu as un autre outil dans le système qui, lui aussi, fait de l'agrégation, de la collecte d'informations, est-ce que tu es capable d'aller te lire ou d'aller lire les informations ou comment je peux dire ça, des menaces ou des anomalies que lui pourrait avoir détectées? Tu peux-tu te servir de ça aussi? Oui. Ben, à ce moment-là, comme je te disais, on a des intégrations avec une multitude d'outils du marché, que ce soit côté IT, OT, on est spécialiste. Fait que souvent, on a notre lab de recherche va avoir trouvé des choses que les autres Personne n'était encore rendu là, OK. Ouais, c'est ça. Mais sinon, on va s'intégrer avec même d'autres outils de vulnerability assessment, même si dans certains cas, moi, je pense qu'on est pas mal exclusif à les trouver. On peut s'intégrer avec des outils de CMDB, de gestion d'actifs. Fait que ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est, admettons qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel actif, que ce soit un PLC ou un Engineering Workstation, on va l'enregistrer, on va l'approuver dans notre CMDB, puis ça va nous permettre la prochaine fois de dire ah, ça, c'est du Windows Engineering Workstation ou un laptop de contracteur. Il n'a pas été encore approuvé. Ça ne passe pas, c'est bloqué au niveau tout de suite. Parce qu'il y a de la segmentation préventive, préactive. Ça, c'est de la préventive. C'est-à-dire, je ne te connais pas, tu n'es pas approuvé, tu ne fais pas partie de mon inventaire, je ne te connecte pas. La réactive, c'est ça qui est un peu plus dangereux, qu'il faut acquérir une maturité. Mais la préventive, généralement, c'est un nouveau device qui n'a jamais été vu avant. On est safe de pas. Tu veux être protégé. Ouais. Il y a quand même Jean-Christophe qui avait rajouté des questions par rapport à quels sont vos types de compétiteurs ou quelle est votre compétition. Comment vous situez-vous par la compétition? Okay. Il y avait juste en bas pour inspecter derrière les PLC, puis il avait rajouté la lutte. Quels sont les OK. Ben, comparer avec la compétition parce que ça joue sur deux côtés au niveau de la compétition. Parce que souvent, on a des compétiteurs, mais malheureusement, ils vont avoir une compétence sur une des facettes qu'on couvre, mais pas l'autre. Par exemple, quand on parle de découverte, classification, puis segmentation des appareils, en général, là, je ne parle pas juste de technologie opérationnelle, là, je parle tout. IT, OT, IoT, Cloud. Ça, c'est plus Armis. Quand on parle de technologie opérationnelle, détecter des vulnérabilités, mapper les communications, montrer, lire les protocoles, c'est plus Nozomi Network. Puis c'est sûr que pour faire couvrir vraiment là, comment on appelle ça? IT, la convergence IT-OT, c'est-à-dire d'être certain qu'il n'y a pas de device qui parle d'un côté à l'autre puis qu'on est sûr que tout ne coule pas, ben ça prend les deux. Il faut être capable de faire autant l'IT que l'OT. On ne peut pas juste faire l'un ou l'autre aujourd'hui. Il commence à avoir des brèches dans les réseaux.
Fait que si je comprends bien, tes compétiteurs sont nichés, mais ils ne couvrent pas aussi large que Forescout permet de le Exact. faire. OK. IT, OT. Écoute, Philippe, merci beaucoup pour ce breakout session. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé la Merci, tribune plaisir avec également. toi. Pour les autres personnes, si vous avez, je vais prendre 2 voyelles et une console. Si jamais vous avez des questions, vous vous posez, vous aimeriez en savoir plus sur les produits de Forescout, on a nos spécialistes produits qui sont disponibles pour vous, ainsi que nos concepteurs de solutions ou directeurs de compte. N'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, courriel ou par site Internet. On est là pour répondre à vos questions et ça va nous faire plaisir d'approfondir le sujet avec Forescout avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.